Salut tout le monde! Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur la notion de révolution avec les révolutions scientifiques. On va se demander pourquoi parler de révolution en sciences alors que les phénomènes décrits par nos théories ne se transforment pas de la même façon que l'organisation de sociétés. Le terme de révolution désigne en astronomie le mouvement cyclique périodique des astres. Et c'est le sens original du terme de révolution, celui d'une rotation cyclique autour d'un axe qui revient régulièrement au même point de départ. Et on peut y voir un moyen pour les révolutionnaires d'amener la société à puiser dans une source originelle, celle du droit naturel, du vrai, du bien, dont on s'était éloigné pendant la rotation orbitale. Mais on peut aussi, ce faisant, soupçonner la révolution de ne pas vraiment transformer le monde, puisqu'elle revient régulièrement à un même point de départ. Mais le terme a cependant pris un sens plus politique avec la modernité, puisqu'on désigne par révolution une réalité nouvelle émergeant comme rupture radicale dans l'histoire. On va voir que l'ambiguïté de ces deux sens traverse les révolutions scientifiques, et se trouve déjà en quelque sorte dans De la révolution des orbes célestes de Copernic, où le terme désigne le mouvement des planètes, mais aussi l'effort révolutionnaire dans l'histoire des sciences. Depuis le XVIIIe siècle, on parle justement de révolution en sciences, à propos par exemple de l'aspect révolutionnaire de la physique newtonienne, comme dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On parle maintenant de révolution scientifique pour la découverte du zéro, la théorie de l'évolution de Darwin, ou encore l'apparition de la relativité, de la mécanique quantique et de la théorie du chaos à partir d'Einstein, Planck et Poincaré. La révolution ne se trouve évidemment pas dans les phénomènes décrits, mais dans les théories que nous utilisons pour les décrire. Mais pourquoi ne pas plutôt parler d'évolution scientifique dans chacun de ces cas ? Non seulement les découvertes scientifiques ne se font pas à partir de rien, parce que les scientifiques sont toujours formés par les générations antérieures, mais en plus, de nombreuses découvertes scientifiques continuent d'être valables dans leur discipline, même après une révolution. Ainsi, l'évolutionnisme de Darwin conserve l'ensemble des espèces répertoriées par ses prédécesseurs zoologistes et les théories sur lesquelles reposaient les classifications taxonomiques de Buffon, Linné ou Lamarck. Où est la rupture radicale ici ? Où est la violence, le désordre et le non-droit qu'on trouve dans les révolutions politiques ? La science n'a jamais de moment hors science où elle se fondrait, contrairement à la politique. En un premier sens, l'idée de révolution a sa place en science parce que la science est révolutionnaire dès ses débuts. Elle est une révolution en ce qu'elle rompt avec l'ensemble des mythes, croyances, expériences empiriques et opinions sans unité qui formaient nos représentations pré-scientifiques du monde. Kant désigne la fondation de la géométrie, de la physique et de la chimie comme la première révolution scientifique, fondant la voie sûre de la science à la place des superstitions et explications du monde mythologique. Mais pour Kant, c'est la seule révolution scientifique, parce que ce qui est établi l'est définitivement. La science progresse alors indéfiniment et sans révolution. De fait, si une science est un ensemble d'énoncés vérifiés et considérés comme vrais, alors l'idée de révolution scientifique, où le terme de révolution serait pris en son sens politique de bouleversement historique et de rupture radicale avec le modèle précédent, est oxymorique, parce que ce qui a été prouvé rationnellement ne peut pas être détruit et considéré rétrospectivement comme faux. Pourtant, au XIXe siècle, l'historicisme se développe avec Comte, Hegel et Nietzsche, par lesquels on prend conscience de l'origine et de l'histoire de nos conceptions du monde et on en fait des généalogies. Il semble alors y avoir des moments où les discours scientifiques, produits par les hommes, reconfigurent leurs fondements, méthodes et résultats, bref, connaissent aussi des révolutions. Il semble que la vérité ne tombe pas du ciel, mais soit aussi construite par les hommes, au point peut-être d'être relative à une époque, une culture, un ensemble de théories et de pratiques scientifiques, ainsi qu'aux luttes religieuses, politiques et idéologiques qui influencent le travail scientifique. Mais est-ce le propre de la découverte scientifique que de fonctionner par révolutions successives susceptibles d'invalider les théories précédentes ? Est-ce que cette historicité n'affecte pas la vérité scientifique elle-même ? Doit-on dès lors douter des connaissances scientifiques actuelles en se disant qu'elles seront oblitérées par la prochaine grande révolution scientifique ? Mais on va voir que les ruptures sont moins radicales qu'on le pense au sujet des révolutions scientifiques et qu'elles consistent plutôt dans des élargissements que dans des remplacements.
philosophie des sciences, le grand exemple de révolution scientifique est souvent la révolution galiléenne, et s'arrêter sur elle va nous permettre de clarifier l'idée de révolution en sciences. Pour recontextualiser, la vision du monde d'Aristote, reprise et élaborée au IIe siècle par l'astronome Ptolémée, prétendait que la Terre était au centre de l'univers, entourée de sphères invisibles, où étaient censés tourner les astres dans le monde parfait et logique des dieux. La scolastique chrétienne diffuse cette idée à travers tout le Moyen-Âge. L'homme, créature à l'image de Dieu, est bien entendu au centre d'un univers fait pour lui. Mais ces conceptions vont être ébranlées par les grands voyages et la redécouverte des textes antiques de la bibliothèque de Constantinople à la Renaissance, qui rappellent la possibilité d'autres modes de vie que les mœurs occidentales. L'idée émerge dans la docte-ignorance de Nicolas de Cuse que la Terre pourrait ne pas être au centre du monde, mais se mouvoir dans un univers infini plutôt qu'un cosmos clos. Mais le traité du ciel d'Aristote et l'Almageste de Ptolémée sont encore les seules références officielles et l'Église condamne toutes les théories adverses. C'est Nicolas Copernic qui, au début du XVIe siècle, propose un système pour la première fois héliocentriste, plutôt que géocentriste. Pour lui, le Soleil est fixe, au centre de l'univers, les planètes décrivant une trajectoire qu'il pense circulaire autour de lui. Galilée, qui construit en 1610 une lunette astronomique, découvre 4 satellites à Jupiter qui lui font penser à un système solaire miniature. En 1623, il observe que le ciel est traversé par des comètes, qui n'ont rien des mouvements parfaits que décrivait Ptolémée dans l'harmonie des sphères célestes. Il voit aussi que la Lune, qu'on croyait lisse et parfaite, a des montagnes et des cratères, que le Soleil a des taches, et que la brume de la Voie lactée est en fait composée de millions d'étoiles individuelles. Il annonce alors défendre l'héliocentrisme de Copernic, s'opposer à une lecture littérale de la Bible et vouloir déchiffrer l'écriture mathématique du livre de l'univers, ce qui lui vaut une condamnation de l'Église qui l'oblige à se rétracter. Si vous voulez en savoir plus, on vous conseille la pièce de Brecht sur Galilée. L'histoire des sciences ira dans le sens de cette révolution. Les progrès scientifiques qui s'enchaînent à partir de là sont remarquables. En 1728, James Bradley sera le premier à prouver scientifiquement la rotation de la Terre autour du Soleil, et la physique newtonienne développera cette nouvelle astronomie. Les rationalistes feront de Copernic et Galilée les martyrs incompris de l'Inquisition, et ils deviendront les symboles de la révolution scientifique qui fait entrer la science dans sa phase moderne. Il est pourtant difficile d'identifier précisément quels travaux ou quels événements historiques forment le véritable cœur de cette révolution de la science moderne et de l'héliocentrisme. Augustin Cournot souligne dans Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes que Copernic a encore une pensée traditionnelle. La vraie révolution sera le développement de la mécanique céleste de Newton. Pour Cournot, une révolution scientifique n'est pas le dépassement des obstacles religieux ou des croyances populaires, mais d'obstacles internes à la science, non du fait d'un changement de mentalité, mais d'une crise interne de la science, dont la révolution n'est pas une idée spécialement nouvelle, puisque Nicolas de Cuse y songeait déjà, mais plutôt un dénouement de la crise. Il y a antinomie entre des données scientifiques également recevables, mais incompatibles entre elles, qui n'entrent pas dans la même théorie. Et ces contradictions ne peuvent être résolues qu'en introduisant des concepts qui appellent une nouvelle théorie. Pour Cournot, c'est ce que permet le concept de force de Newton. Ainsi, on n'explique plus les mouvements des astres géométriquement, en imaginant qu'ils doivent suivre des trajectoires idéales, mais par une force productrice de mouvement. C'est le changement de base théorique qui permet la révolution scientifique. Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, insiste sur l'aspect discontinu du progrès scientifique. On passe d'une préscience éclatée à une science adulte quand émerge une première théorie unificatrice. Puis, la marche de la science en passe toujours par une série de révolutions comparables aux révolutions politiques et qu'on peut étudier avec la méthode sociologique. Évidemment, les bonds en avant des révolutions scientifiques sont rares. Le plus souvent, on est plutôt dans ce que Kuhn appelle la science normale. C'est la pratique ordinaire des scientifiques qui utilisent et étendent la théorie dominante. Le savant travaille toujours au sein d'un paradigme, c'est-à-dire un cadre théorique qui repose sur un noyau dur de théories admises, d'images utiles à la recherche et à l'enseignement, d'exemples communs, de problèmes et de solutions typiques, par lesquels on enseigne aux générations suivantes le paradigme en apprenant aux étudiants à l'utiliser, ainsi qu'un ensemble de valeurs, de normes et de fins qui définissent un idéal de scientificité, des préceptes méthodologiques et des buts, comme la valeur de simplicité, l'objectif de faire des prédictions exactes, etc. C'est au sein de cette matrice disciplinaire qu'on peut repérer et problématiser les faits jugés dignes d'être étudiés pour la science normale,
qu'on se donne des problèmes apparentés entre laboratoires scientifiques, qu'on anticipe ce qui est susceptible d'être résolu ou non, et qu'on exclut les phénomènes triviaux ou qui n'intéressent pas le cadre théorique. Mais la recherche produit sans cesse des anomalies, des énigmes, dont la théorie en place ne permet pas la résolution. La communauté scientifique est en général conservatrice et n'abandonne pas facilement le cadre théorique dans lequel certains chercheurs ont passé toute une vie à travailler. Aussi, en présence d'anomalies, a-t-elle l'habitude de produire des hypothèses ad hoc qui ne sont imaginées que pour expliquer les phénomènes étranges qu'on observe, sans autre preuve. C'est une défense de mauvaise foi de l'ancien paradigme. Ainsi, dans l'astronomie antique, on considérait que tous les mouvements des astres étaient des sphères parfaites et régulières autour de la Terre. Or, cette théorie semblait contredite par les mouvements de certaines planètes qui paraissaient parfois revenir en arrière, mais loin de changer leur théorie, les scientifiques antiques ont inventé l'hypothèse des épicycles. Ce terme désigne le cercle sur lequel chaque planète tourne selon un mouvement circulaire uniforme et dont on imagine le centre lui-même en rotation sur un cercle plus grand centré sur la Terre, le déférent. Toutes les observations contradictoires amenaient à calculer de nouvelles variations dans les rapports de l'épicycle à son déférent sans sortir du géocentrisme, qui, quoique faux, fonctionnait. La théorie des épicycles ne fut plus remise en question jusqu'à Copernic, au moment où l'héliocentrisme est apparu comme une solution élégante pour simplifier ce système théorique devenu trop complexe. Ces entorses à la rigueur déductive aménagent le paradigme sans le supprimer, mais quand elles deviennent trop nombreuses, la théorie auparavant claire s'obscurcit et entre en déclin. C'est alors qu'une révolution scientifique peut avoir lieu, même si en général elle est le fait de la jeune génération plutôt que de l'ancienne, qui a trop à perdre pour regarder lucidement ce qu'il y a à gagner dans le changement de paradigme. Mais rejeter un paradigme revient toujours à en adopter un autre, et non pas à se passer de tout cadre théorique. Donc, la résolution de la crise en passe par l'invention d'un cadre théorique entièrement nouveau, qui permet de relire sous un nouveau jour les phénomènes observés précédemment. Un paradigme n'est pas rejeté dès qu'il est réfuté, contrairement à ce que ferait dire une lecture trop simpliste de la théorie de la réfutabilité scientifique de Karl Popper, qui dit que le propre d'une hypothèse scientifique est d'être réfutable. Le paradigme n'est rejeté que quand on est capable de le remplacer. Comme dans une révolution politique, il faut sortir du cadre, passer un moment dans le non-droit, et alors un nouveau droit, une nouvelle vision du monde ou un nouveau style qu'on ne pouvait auparavant admettre est alors fondé. Mais ça prend du temps, plusieurs générations de chercheurs. C'est ainsi que la science progresse, non pas cumulativement, mais par rupture révolutionnaire. Mais un problème se pose alors. La révolution scientifique fait-elle passer d'un paradigme à un autre sans continuité entre les deux ? Dans ce cas, peut-on dire qu'on a progressé en passant d'une théorie à une autre ? Ou a-t-on simplement changé nos préférences théoriques sans se rapprocher de la vérité ? À partir de Kuhn, le constructivisme épistémologique est très répandu, c'est-à-dire l'idée que chaque révolution scientifique apportait à une science non seulement un nouveau cadre théorique, de nouvelles méthodes et de nouvelles valeurs, mais également de nouveaux objets, construits par le paradigme en question et différents des objets étudiés par les sciences précédentes. Pierre Duhem, dans La théorie physique, son objet et sa structure de 1906, réduit les sciences à un instrument commode de prédiction, qui implique des choix de facteurs signifiants ou non dans l'expérience, qui dépendent toujours de ce qu'on tient pour vrai à une certaine période et de la marge d'erreur que l'on se donne. Les postmodernes des années 1970-1990 s'inscrivent dans cette lignée. Ils ont cessé de croire dans le progrès des sciences et l'universalité de nos savoirs, jugés toujours changeants, incertains, notamment parce qu'ils servent des intérêts politiques. Même la science, la plus apparemment prouvée de notre époque, sera ainsi vouée à passer et à être tenue pour nulle dans quelques siècles. Ils préfèrent penser ces savoirs en lien avec la période socio-historique qui les produit, comme Michel Foucault dans Les mots et les choses, qui propose la notion d'épistémé, mot qui signifie science en grec, mais qui chez lui a un sens proche de paradigme. C'est le cadre idéologique global dans lequel travaillent les scientifiques après une révolution de fond des mentalités. Foucault en repère 3 de notre histoire moderne. Du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIe siècle, les scientifiques essaient de comprendre les phénomènes humains par analogie avec les textes religieux ou les mythes, et les phénomènes naturels par analogie avec les phénomènes sociaux et inversement. Un renversement se produit au milieu du XVIIe siècle qui discrédite la ressemblance, source d'erreur,
et fondent les savoirs sur la représentation et l'ordre, pour trouver un ordre dans le monde qui réponde à l'ordre de notre logique et de notre langage, avec notamment des classifications naturalistes des espèces animales et végétales. Mais cet ordre sera lui-même balayé au début du XIXe siècle par une autre épistémée, où la notion d'évolution devient centrale à l'étude des êtres vivants et celle d'histoire pour l'humain, étudiée par les sciences humaines. Le plus grave dans cette vision historique de la science, c'est que les différents paradigmes ou épistémés ne se parlent peut-être pas entre eux. En effet, pour Kuhn, les paradigmes sont incommensurables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent se réduire les uns aux autres par traduction. Quand la science change de cadre théorique lors d'une révolution, la méthode mathématique reste sans doute, mais les concepts sont radicalement différents et offrent des méthodes et des objets sans lien immédiat avec les anciens. Une révolution scientifique, comme une révolution politique, garde donc quelque chose du passé, mais impose aussi une rupture radicale. Mais il faut préciser encore. Il se pourrait que la révolution scientifique, qui fait passer d'un paradigme à un autre, ne soit en fait pas tant la destruction de l'ancien paradigme que son élargissement. Kuhn affirme qu'il ne faut pas juger la nature d'une théorie précédemment abandonnée à la lumière du paradigme actuel. En cela, il paraît partisan d'une vision de la révolution comme rupture avec l'ancienne théorie. Mais il reconnaît en fait un point important. Une théorie dépassée peut toujours être considérée comme un cas particulier de la théorie moderne qui lui a succédé. Mais alors, il faut lui faire subir une transformation dans ce sens, en s'engageant dans une vue rétrospective sous la conduite explicite de la théorie la plus récente. Kuhn doute cependant de la pertinence de cette interprétation de la révolution comme élargissement qui permettrait de comprendre les théories précédentes. Comme une révolution scientifique est essentiellement un déplacement du réseau conceptuel à travers lequel les hommes de science voient le monde, cette façon d'envisager l'histoire des sciences est un anachronisme majeur. Pourtant, sans croire au progrès absolu, il admet que certains paradigmes actuels sont simplement plus larges ou plus efficaces que les précédents, sans invalider absolument leurs résultats. Feyerabend, dans Contre la méthode, affirme que les révolutions scientifiques ne sont pas forcément un élargissement du cadre théorique précédent dans un paradigme qui à présent comprend ses recherches précédentes en lui. Cet impératif de compatibilité des nouvelles théories avec les anciennes donnerait un avantage déraisonnable aux théories déjà instituées, et si l'on choisit de deux théories tout aussi efficaces pour expliquer un phénomène, celle qui est la plus compatible avec la théorie ancienne et réfutée, on fait un choix d'ordre esthétique plus que rationnel. Mais l'épistémologue Karl Popper oppose à cela l'idée que si le propre des énoncés scientifiques, par opposition aux dogmes religieux ou politiques, est la réfutabilité, c'est-à-dire la possibilité d'être contredit par l'expérience et donc invalidé, cela ne signifie pas que toute vérité soit vouée à passer, et donc simplement relative à une époque et des choix esthétiques. Si au contraire elle passe l'épreuve des tests, elle est corroborée, ce qui ne signifie pas valable pour l'éternité en effet, mais n'implique pas non plus qu'elle soit seulement historique. Ainsi, certaines vérités resteront vraies une fois trouvées, tant qu'on ne pourra pas les réfuter. Et c'est ainsi que la science progresse malgré tout. Il restera sans doute toujours des possibilités de révolution scientifique à l'avenir, mais la science ne se réduit pas à une construction historique de paradigmes. Il s'agit seulement d'une possibilité, toujours ouverte, de changement, qui doit servir de moteur à l'autocritique des scientifiques et à une recherche toujours plus exigeante. Cela permettrait de répondre de façon nuancée, mais pas trop relativiste quand même, à des sujets comme les révolutions scientifiques sont-elles des progrès de la connaissance, par exemple. Avec cette vidéo, vous pouvez traiter les sujets suivants. L'idée de révolution scientifique relativise-t-elle la science? Peut-on parler de révolution scientifique? La science progresse-t-elle par révolution? Et enfin, peut-il y avoir une fin de la science ou est-elle vouée à se révolutionner sans cesse? Ayez toujours un abord critique de la notion de révolution, en vous demandant qui qualifie un phénomène de révolutionnaire, à qui cela peut profiter, en quoi il y a eu progrès durant cette révolution, en sciences notamment, et en quoi cela peut être contestable selon l'échelle interprétative ou historique que l'on prend. Voilà, on espère que cette série de vidéos sur les révolutions sans être révolutionnaire vous aura plu, aussi bien aux candidats qui passent le concours des IEP que aux autres. Si vous passez le concours, bon courage dans votre préparation, et à tous les autres, à bientôt sur Meta. Ciao!